Alors, merci d'avoir patienté. On se retrouve donc avec Antoine et Pierre qui vont nous présenter une petite conférence PHP Symfony. La douleur peut être une source de plaisir. Ils vont nous raconter leur petit voyage pour migrer une appli Legacy. Donc voilà, ça va être plutôt intéressant. Donc, je les laisse commencer. C'est Pierre qui commence, Antoine qui commence, voilà. Donc vas-y Antoine. Bonjour à tous. Donc du coup, derrière ce titre de conf un peu tendancieux, qu'est-ce qu'on a voulu souligner? En fait, c'est un beau matin, on était au travail et puis on nous a tapé sur l'épaule et notre patronne nous a demandé, j'ai un projet, un client qui a un projet Symfony qui est en 2.6, il voudrait monter en 5.3 et pareil avec les versions de PHP qui est un peu obsolète. Il y a très peu, enfin il n'y a pas de test, le code est spaghetti complètement et du coup on ne connaît pas du tout l'app parce que c'est un client qu'on n'avait jamais vu avant, etc. Et la Donc question, est-ce qu'on a envie de le faire? La réponse est non. Non, pas du tout. Donc c'est le genre de projet le matin qui, surtout quand c'est lundi, ça ne met pas forcément de bonne humeur parce qu'on se dit qu'on va pas passer un bon moment. Mais voilà, donc avec Pierre, on a essayé de réfléchir à toute une stratégie et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour un peu simplifier le projet et pas trop galérer, quoi, parce que sur l'énoncé, on s'est vite dit que ça allait faire mal en fait ce projet, sachant qu'on allait y bosser pendant plusieurs mois. Donc dans cette conférence, c'est ce qu'il va y avoir. On va essayer de présenter les outils et les méthodes qu'on a appliquées pour cadrer un peu notre travail. Mais voilà, spoiler alerte, il n'y aura pas de recette magique. C'est juste des éléments que vous allez pouvoir piocher pour les appliquer à vos projets si vous en avez besoin. Chaque projet est différent, donc évidemment, il y aura des problématiques différentes sur vos projets. Mais notre objectif principal, c'était comment en faire le moins possible, parce que ce n'est pas un travail qui est agréable à faire. Donc, si on peut s'éviter de l'énergie, si on peut s'économiser de l'énergie dans cette opération, ce sera tant mieux, quoi. Donc, on va présenter un peu les différentes étapes qu'on a mis. Donc, ça va être un peu une présentation chronologique de ce qu'on a mis en place pour avancer dans ce projet. Voilà, on va commencer à vous présenter ça. Donc déjà, le premier truc à faire quand on arrive avec ce genre de projet, c'est de faire un peu un état des lieux de c'est quoi le projet, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc nous, notre première question déjà, c'était est-ce qu'il y a des tests Est-ce qu'il y a des tests dans le projet? Est-ce qu'ils fonctionnent? Est-ce qu'ils testent vraiment quelque chose? Parce qu'en fait, on a des projets qui arrivent et les clients disent oui, c'est testé. En fait, il y a 4 tests PHP Unit et puis c'est tout. Et puis ça ne teste pas grand-chose finalement. Donc ça ne nous aide pas. Et la partie critique du projet n'est pas du tout testée, par exemple. Et donc, voilà. Si ça pète, ce ne sera pas détecté. Donc ça, c'est la première question. Donc déjà, si la réponse est non, ça va piquer un petit peu. Est-ce qu'il y a des linters aussi, par exemple, dans le projet? Est-ce que le code il est complètement éclaté ou est-ce que il y a déjà du CS fixing au moins, PHP Stan encore mieux, ESLint s'il y a du front dans le projet. Ça peut se transposer à plein d'autres outils de linting et puis de test d'ailleurs. C'est pas forcément lié que à PHP, tout ça, évidemment. Et à Symfony, ça peut être appliqué dans plein d'autres langages. Et on va essayer de voir est-ce que la version qui est utilisée en prod de PHP, de MySQL, de Nginx, c'est aussi celle qu'ils utilisent en dev, eux, quand ils travaillent sur le projet. Parce que malheureusement, des fois, c'est différent. On va vous raconter d'ailleurs plus tard pourquoi, mais on a des cas concrets qui peuvent exister. Vérifier quelle est la version de Symfony utilisée, évidemment. Et une fois qu'on a tout ça, on va essayer ça c'est important quand même, de lister les features qui bug déjà. C'est-à-dire que nous, en l'occurrence, dans le projet qu'on a eu à traiter, il y avait des trucs qui étaient déjà cassés, c'était pas nous, on n'avait pas encore touché au projet. Et c'est important de le faire dès le début parce que si on commence à mettre à jour des trucs, à modifier des choses, etc., qu'on se rend compte que quelque chose est cassé, va falloir savoir si c'est nous qui avons cassé quelque chose ou si t'es déjà pété avant. Donc le but en fait de nous, le scope de ce qu'on va faire dans ce projet-là, c'est de faire la migration, c'est pas de sauver le monde, quoi. On va pas. En tout cas, c'est important de se cadrer. Évidemment, ces bugs-là, il faudra les régler plus tard, etc. Mais si on commence à s'éparpiller et à essayer de tout régler d'un coup, c'est un truc à jamais finir, quoi, parce que ça peut être déjà bien entamé, quoi, la qualité du projet. Et bien sûr, on n'attaque pas non plus de nouvelles fonctionnalités pendant la migration et on bloque la stack, on va dire, pendant le temps à l'avancée de certaines étapes. Ouais.
Voilà. Et dernière question, non, c'est pas la dernière question du coup, pardon, mais il y a aussi une question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il y a des dépendances privées? Typiquement, dans ce projet-là, il y avait une dépendance privée, c'est-à-dire une lib qu'ils avaient développée eux-mêmes, en interne aussi, qui avait ses propres contraintes legacy aussi, qui étaient un peu pétées. Déjà, il faut savoir si on a accès à ces librairies, parce que des fois, on nous ouvre le dépôt GitHub ou n'importe quelle autre plateforme de code sur le projet principal, et puis finalement, on ne nous a pas ouvert les accès aux librairies privées, donc on ne pourra pas installer les librairies privées, donc ça va être un peu embêtant. Donc ça, il faut qu'on y ait bien accès, qu'on ait les credentials pour les télécharger avec Composer, etc., ou avec un autre outil si c'est une autre plateforme. Est-ce que ces librairies, elles sont partagées avec d'autres projets? Nous, c'était le cas, par exemple. C'est-à-dire que la librairie, elle est utilisée sur notre projet, mais aussi sur d'autres projets qu'ils avaient en interne. Et il faut savoir si cette librairie, elle continue d'évoluer aussi. Et ça, c'est pareil, ça peut faire vite, ça peut apporter vite des problématiques dans le projet si c'est le cas. Et le fait qu'elle soit partagée dans d'autres projets, c'est très important parce que ça bloquera certaines montées de version, par exemple, parce que ça veut dire qu'il faut faire monter en version d'autres projets que celui-là, et donc ça peut poser des soucis. C'est ça. Typiquement, si cette autre librairie-là, elle dépend d'un composant de Symfony, par exemple, 3.4, nous, en l'occurrence, on est en Symfony 2.6, par exemple, donc s'ils avaient une dépendance en Symfony 2.6 et que nous, on essaye de faire monter cette librairie-là et qu'on doit la faire passer en 3.4, bah, les autres projets vont être impactés, ça va être la galère, quoi. Ça va créer des problèmes en cascade. Un autre facteur de problème qu'on a aussi identifié, c'est, on appelait ça des God dependencies, c'est-à-dire des dépendances qui font beaucoup de choses, typiquement Faux User Bundle, Easy Admin Bundle pour ceux qui connaissent, des grosses librairies comme ça qui sont très impactantes pour la structure du projet, où en gros, quand on utilise ces librairies-là, ça dissémine un peu du code partout dans l'application, et s'il y a des dépréciations, et s'il y a des choses qui évoluent dans ces librairies-là quand on va devoir les mettre à jour, ce sera compliqué. Donc voilà, on n'est pas en train de dire que ces librairies-là sont pas bien, c'est juste elles ont un gros impact dans les projets. Donc, si vous utilisez ces librairies-là, on ne vous juge pas, on sait juste où vous habitez, mais c'est juste. C'était notre cas, certaines de ces librairies. Voilà. Voilà. Donc ça peut être des librairies qui peuvent vous compliquer le travail en tout cas. Et à la fin, on se pose la question, au fait, est-ce qu'on sait ce que fait le projet? C'est-à-dire, autant nous, l'équipe de développement, est-ce qu'on a compris ce que faisait le projet? Est-ce qu'on sait l'utiliser? Est-ce qu'on a un peu fait le tour du projet? Mais aussi est-ce que le client qui vient vers nous pour nous demander la migration, est-ce que lui, il sait ce que fait le projet? Parce que des fois, c'est juste la personne qui fait un peu passe-plat avec son patron et qui nous demande de faire la mise à jour, mais est-ce que lui, il connaît le projet? Et cette question-là est d'autant plus importante que si le projet n'a pas de test, par exemple, il va falloir vraiment qu'on ait quelqu'un chez le client qui connaisse le projet, qui sache vraiment ce qui marche pas, comment ça doit marcher, pour nous guider, parce que si on casse des choses, ça va être très compliqué de réparer par la suite, et puis surtout d'identifier qu'on a cassé quelque chose. Donc voilà, donc ça c'est un peu toutes les questions qu'on se pose et qu'on essaye d'éclaircir avant de commencer quoi que ce soit. Donc là, on n'a même pas encore touché au code, hein. On a juste pris connaissance, fait un audit du projet, mais macro, c'est-à-dire que juste on a regardé un peu ce qui se passait. Et la deuxième étape, on va essayer de faire tourner le projet. Donc on va essayer de monter un environnement isoprod sur notre machine locale. Nous, pour ça, on a utilisé Docker Compose et Docker. Ça peut être d'autres environnements, peu importe, on ne va pas se lancer dans un débat sur les technos, mais le but, c'est d'avoir un environnement le plus isolé possible et qui représente, en gros, l'état de la prod actuelle, ou en tout cas, comment est-ce que le projet il tourne en prod, pour qu'on puisse aussi sur cette machine de prod là, on va devoir peut-être faire évoluer des versions de PHP par exemple, ce genre de choses. Donc vraiment que ce soit isolé et qu'on puisse avoir la main sur cet environnement là pour le faire évoluer au fur et à mesure qu'on fera la migration. Et ça va être important. Et du coup, le but de tout ça, c'est de réussir à faire tourner le projet en local sans rien modifier. On n'a pas touché une seule ligne de code, on a juste monté une stack Docker Compose par exemple. On arrive à faire tourner le projet, on s'assure que tout fonctionne, ou en tout cas que ça fonctionne comme sur la prod, c'est-à-dire que s'il y a des trucs cassés, c'est cassé comme sur la prod. Mais en tout cas, on a réussi à monter le projet, et puis on sait qu'on n'a rien cassé, on n'a rien encore cassé de nouveau parce qu'on n'a rien touché. Et à partir de là, on va commencer à pouvoir vraiment un peu bosser. Et là, on va faire un audit des tests. Donc l'audit des tests, déjà, s'il n'y a pas de test, bravo, l'audit est terminé. Vous avez réussi
l'opération avec succès. C'est assez vite. Nous, il y avait des tests un petit peu, donc, mais bon, qui n'étaient pas terribles. Donc, c'est pour ça qu'on se posait la question. Qui était surtout tout pété, oui. Voilà, qui était pété. Donc, déjà, la première question, c'est est-ce que les tests y passent? Donc, est-ce que ces tests-là, ils testent vraiment quelque chose? Est-ce que c'est vraiment utile? Parce que des fois, c'est des tests qui ne sont pas utiles, qui testent rien. Donc, ça ne vaut pas le coup de les avoir dans le sens où on va croire qu'on est qu'on est stable, qu'on est bien assis sur des tests, et puis en fait, pas du tout. Donc, il faut vraiment se préoccuper de savoir s'ils révèlent vraiment des choses, ces tests-là. Savoir s'ils passent tout le temps, parce que des fois, on lance les tests, et puis une fois sur 10, ils cassent, et donc du coup, on n'a pas envie de se retrouver avec des tests aléatoires qui cassent et du coup se poser la question est-ce qu'on a cassé quelque chose, pas quelque chose, etc. Donc il faut vraiment que ça soit stable cette stack de tests là. Et aussi évidemment se poser la question, enfin pour nous c'était important de savoir s'il y avait une CI pour à chaque fois qu'on va modifier quelque chose, refaire tourner les tests et s'assurer que tout ça tourne correctement. Donc tout ça c'est des trucs qu'il faut mettre en place si c'est pas le cas évidemment. Inversement, s'il y a des tests qui sont cassés, est-ce qu'ils sont cassés tout le temps ou est-ce qu'on n'est pas dans un faux positif encore d'un test qui est pas stable, ou est-ce que ça vaut le coup de les corriger, parce que dans le cas inverse, si ces tests-là ils testent pas grand-chose ou qu'ils testent une partie de l'application qui n'est pas utilisée ou qui est obsolète ou qui n'existe plus même, j'en sais rien, savoir si ça vaut le coup de passer de l'énergie à les corriger pour si on les corrige et qu'ils sont pertinents, ça nous aidera par la suite, mais si c'est pas le cas, ça va plus nous embêter qu'autre chose. Et enfin, est-ce qu'on peut déjà écrire des tests simples sur des trucs qui ne sont pas testés, au moins déjà pour vérifier la disponibilité des features, hein, typiquement pour faire du smoke testing un peu sur certains trucs, etc., pour voir si ça marche. Ça nous permettra de dégrossir un peu le boulot. Alors on ne sera pas aussi confortable que sur une stack qui est complètement testée avec toutes les couches de tests nécessaires, etc. Mais bon, on aura déjà ça. Clairement, sur le dernier projet, c'était principalement un crawler qui allait cliquer sur tous les liens de toutes les pages et vérifier s'il y avait des 500 ou pas. Et déjà, ça permet de voir si tu as une partie du site qui est tombée ou pas. Alors, après, on était tout à fait conscient que ce n'était pas la stack de test rêvée, hein, mais c'était déjà ça, parce qu'on n'avait rien. On partait de rien. Donc voilà, le but, c'est de dégrossir un peu les choses, etc. quoi. Mais parfois, c'est mieux d'avoir aucun test et de commencer sur une application qui n'a aucun test qu'une application qui a des tests un peu foireux, voire complètement daubés. Oui, voilà. Alors, le mieux, c'est d'avoir des tests fiables et stables. Mais quand il n'y a pas... Le mieux, c'est d'avoir une application à jour. Voilà. Mais bon, on n'avait pas assez de chance, évidemment. Ensuite, l'étape d'après, c'est on va commencer à faire le ménage, quoi. On va mettre des coups de balai un peu partout. Personnellement, j'ai horreur de bosser dans le bordel. Voilà, le but là, on a essayé de trouver une phrase pour symboliser ça, mais c'est de terminer la migration PHP qui n'a jamais été commencée volontairement. C'est-à-dire que votre projet est dans une version de PHP donnée, forcément. Mais nous, c'était le cas, hein, donc sans rigoler. Il y avait déjà des classes qui avaient des erreurs de syntaxe, par exemple. Ça ne pouvait juste pas tourner, en fait, si on appelait cette classe-là. Il y avait du code commenté partout. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas, en fait, dans ce projet-là. Il y avait des fonctions un peu archaïques qui étaient utilisées, des choses dépréciées dans tous les coins, des appels et des fonctions de PHP qui étaient dépréciées dans tous les coins, etc. Voilà, donc le but, c'est d'essayer d'un peu identifier tout ça pour déjà nettoyer ce qui est déjà complètement éclaté. Travailler dans un environnement propre, quoi. Donc nous, personnellement, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, on est vraiment attaché au coding style pour se repérer dans les fichiers, parce que c'est pareil, il y avait des fichiers, il y avait 75 espaces 75 sauts de ligne entre deux fonctions, des fois plus rien. Enfin voilà, c'était vraiment certaines libertés prises dans les syntaxes. Voilà, donc normaliser tout ça pour s'y retrouver dans le code. Donc ça, c'est important pour nous de le configurer aussi, PHP CX Fixer. Et puis faire tourner le linter PHP. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une petite commande qui s'appelle PHP-L qui permet de linter les fichiers en termes de syntaxe, voir si c'est simplement des fichiers valides, quoi. Ça, le lancer sur tout le code source. Nous, ça nous a permis d'identifier quand même pas mal de choses qui étaient déjà. Alors, on a mis éclaté volontairement pour avoir un terme un peu violent, mais vraiment, ça pouvait pas marcher du tout. Il y avait des débuts de classe écrites et jamais terminés, et ça se voyait que ça avait été. Le gars avait arrêté sa saisie au milieu du mot et avait versionné le fichier, l'avait envoyé. Il n'était pas utilisé, donc c'était dans le code base.
Donc bon, évidemment, ça peut paraître complètement logique voilà, de réparer ces trucs-là, mais nous, il y en avait quand même beaucoup, quoi. Donc c'était important de les identifier dès le début. Et pour chacun de ces fichiers-là, se poser la question, est-ce que c'est vraiment des fichiers utiles ou est-ce que, comme dit Pierre, est-ce que c'est quelque chose qui avait été commencé, jamais terminé, puis ça avait été quand même mis dans la codebase par erreur ou volontairement, j'en sais rien, mais en tout cas qui est là, ça ne sert pas. Le but de tout ça, c'est de supprimer tout ce qui peut l'être et un peu mettre des coups de machette dans le projet pour supprimer tout ce qui peut l'être pour éviter de dépenser de l'énergie inutilement et pas s'épuiser à corriger des choses qui sont de toute façon pas utilisées. Donc voilà, c'était notre approche. De toute façon, c'était déjà pété. Si on supprime ces classes-là, par exemple, qui n'étaient pas utilisées, au pire du pire, on va supprimer quelque chose qui est déjà complètement cassé. Donc, on va pas casser plus de choses, quoi. Vu que c'est du code PHP, pas valide du tout. Et enfin, à la fin, on a essayé d'identifier, comme on a pu, le code mort. C'est pas toujours facile à identifier. Des fois, on a l'impression que c'est pas utilisé, finalement ça l'est, ou des fois on a l'impression que c'est pas utilisé, enfin que c'est utilisé et en fait ça ne l'est pas. Pour ça, on peut utiliser Rector, mais attention, Rector c'est un super bon outil, etc. Il n'y a pas de débat, mais l'utiliser avec prudence parce qu'il peut être un peu bourrin Rector, et donc nous on a essayé de l'utiliser avec parcimonie pour ne pas complètement refondre le projet. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais en tout cas, comme le projet on ne connaissait pas très bien, on n'avait pas envie de non plus tout éclater dans le projet et puis de plus s'y retrouver du tout avec savoir ce qui avait été fait par Rector, pas par Rector, qui était là avant, pas avant. Enfin voilà. Et il nous a enlevé un paquet de trucs crades. Voilà, après, il est quand même super bien comme outil pour le refactoring. Et donc, une fois qu'on a fait le ménage, déjà, on se sent dans un environnement un peu plus sain, même si le code n'était pas encore génial, mais déjà, on a un peu nettoyé de choses, quoi. C'est déjà une première satisfaction. Et déjà, on a amélioré la qualité du projet. Donc, déjà, c'est une petite réussite. Et en ça, en fait, on commence à prendre un peu de plaisir à faire. Voilà, il y a une petite satisfaction, en fait, à faire le ménage dans ce genre de projet, quoi. On a l'impression qu'on sert à quelque chose, qu'on améliore le projet. Et la migration n'a pas encore commencé. Et la migration, on a lancé que des outils de linter, etc. Enfin, voilà, on n'a pas encore cleané les choses. Et ensuite, là, maintenant, il va s'agir de faire un peu un état des lieux des dépendances du projet, savoir de quoi on dépend, qu'est-ce qui va bloquer, pas bloquer, dans quel sens on va pouvoir le prendre, tout ça, etc. Donc déjà, première chose, dans la même logique que de supprimer le code mort, on va essayer d'identifier les librairies qui sont plus utilisées. Nous, c'était encore une fois le cas. Il y avait dans le projet des dépendances à certaines librairies. Et les librairies, elles n'étaient même pas utilisées en fait. Donc ça nous crée des contraintes dans notre projet, entre guillemets. Même pas entre guillemets, ça nous crée des contraintes de version dans notre projet, alors qu'en fait, on n'a même pas besoin de ces librairies-là. Donc, première chose à faire, essayer de les supprimer, ces libres. Ensuite, deuxième question, y a-t-il des librairies qui sont plus maintenues dans le projet? C'est-à-dire, peut-être le projet a peut-être été bootstrappé il y a 5-6 ans, les librairies, elles sont plus maintenues depuis super longtemps, il faudra peut-être penser à les remplacer. Donc déjà, il faut chercher à savoir s'il y a des alternatives et des forks qui sont maintenus. Et s'il n'y en a pas, ça va vouloir dire que vraisemblablement, soit il va falloir trouver une autre manière pour le faire, ou alors il va falloir leur coder à la main, ou il va falloir faire quelque chose. Ça peut déjà nous indiquer que on va avoir du boulot à faire sur ces parties-là. Dans une logique plus tard, s'il y a des librairies faciles à migrer, typiquement il y a juste des librairies, elles sont renommées, elles ont changé de mainteneur ou elles ont été forkées. Ça c'est relativement facile entre guillemets à migrer parce que c'est le même code source derrière finalement, donc on va pouvoir s'y retrouver. Et pour les alternatives, essayer de favoriser les librairies un peu plus connues plutôt que de prendre une librairie qui a été faite par un gars tout seul qui a 4 commits et 4 projets depuis 2016. Et on va essayer de migrer sur des composants de framework plus réputés, etc., qui, eux, vont durer dans le temps pour plus tard. Le but, c'est de favoriser aussi les migrations futures. C'est ça. Une fois qu'on a identifié tout ça, on va essayer d'identifier les librairies qui bloquent le passage dans les versions de PHP et de Symfony souhaitées, c'est-à-dire qu'on va aller prendre dans le composer.json une librairie par une librairie, et on va la regarder, cette librairie-là, c'est quoi ses dépendances à elle, et on va la regarder les requirements vers Symfony et vers PHP qu'elles ont, ou même vers d'autres librairies dont nous-mêmes on dépend. Enfin voilà, après, il faut essayer d'être un peu exhaustif et puis de regarder tout ce qui peut bloquer. Mais en tout cas, pour identifier que, je sais pas, j'utilise la librairie A, elle est bloquée, elle a une dépendance à Symfony peut-être 4.4 et elle ne supporte pas Symfony 5, par exemple. Et du coup, on sait déjà que dans notre migration vers Symfony 5, cette librairie-là, elle va poser problème, en tout cas dans l'immédiat.
parce que elle ne pourra pas supporter Symfony 5. Donc, vraisemblablement, il faudra remplacer aussi ces librairies-là si jamais elles ne font jamais la mise à jour. Ou alors essayer d'aller regarder sur les issues, etc., s'il y a un support qui est prévu, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il faut essayer d'aller faire un état des lieux de tout ça pour savoir qu'est-ce qui va bloquer dans un futur, enfin un moyen terme, quoi, la migration. Aussi une occasion de contribuer, mais en sachant que ça va repousser peut-être le problème un petit peu plus loin et que finalement, elle ne va plus être maintenue après la contribution, ou la contribution sera jamais mergée et on reste à Voilà. Donc nous, en fait, on a rencontré tous les cas de figure. En fait, il y avait des librairies qui n'étaient plus maintenues, il y avait des librairies qui bloquaient le passage dans les librairies souhaitées, certaines qui n'étaient plus utilisées. Enfin, voilà. Donc on a fait le ménage dans tout ça. Et des librairies qui étaient annoncées comme l'arrêt de la maintenance, c'est bientôt. Oui, c'est ça, parce qu'on avait aussi des librairies, notamment, je crois que c'est des fausses user bundles, dont le mainteneur indiquait qu'ils allaient supporter le passage en Symfony 5 et puis après ça allait s'arrêter. Alors je sais pas ce qu'il en est maintenant, mais c'est ce qu'on avait vu à ce moment-là. Et voilà, donc du coup on savait que malgré le fait qu'on migre sur Symfony 5, après Symfony 5 ça allait être bloqué ce truc-là, donc il va falloir peut-être le refacto à un moment donné. Donc ça c'est la question un peu, enfin c'est peut-être l'étape la plus longue de cet état des lieux là, parce qu'il faut vraiment faire du travail de pointage, et puis nous on avait fait un petit tableau par exemple pour aller relever tout ça, et ça nous a permis de faire une synthèse après pour notre roadmap dont on va parler après. Et ensuite on va essayer de relever les alertes de sécurité qui sont déjà sur les dépendances actuelles. Donc pour ça, nous on utilise GitHub, donc il y a déjà un outil qui est intégré qu'on peut activer qui permet de les relever tout seul. Je ne connais pas assez bien les autres plateformes pour savoir si elles l'ont, mais je pense que oui. Mais en tout cas, voilà, ça permet d'avoir une liste exhaustive de ce bundle-là, enfin cette dépendance-là, elle a une alerte de sécurité qui a été déclarée. Il faudra la fixer, et c'est ces alertes-là qu'on va essayer de réparer en premier, parce que tout ce qui est de l'ordre de la sécurité, c'est la principale source d'instabilité du projet. Enfin, ça peut subir des attaques, etc. Enfin, faut vraiment les réparer dès que possible. Donc, on s'est attelé à spotter ces choses-là vite et à les réparer le plus vite possible. Et enfin, une autre étape aussi, qui peut être mise un peu avant les précédentes d'ailleurs, mais c'est s'assurer de mettre en dépendance directe les paquets directement utilisés. Un exemple concret, par exemple, si pour ceux qui connaissent Symfony et Doctrine, par exemple, c'est je dépends, on a dans nos dépendances directes Doctrine Bundle, par exemple, et puis en fait, dans notre code, on utilise Doctrine DBAL pour faire des choses, peu importe. Donc le code fonctionne, tout marche bien, mais on n'a pas Doctrine DBL en dépendance directe. Et le jour où on va mettre à jour Doctrine Bundle, par exemple, il se peut qu'il mette lui en interne DBL à jour aussi, et paf, ça va casser, parce qu'en fait, nous, ce qu'on utilisait dans notre code, on n'avait pas dit qu'on l'utilisait à cette version-là, puis ça a été mis à jour, et maintenant, c'est plus la même signature, etc. Et tout est éclaté parce que, en fait, on n'avait pas mis cette dépendance directe dans les paquets directement utilisés. Et pour autant, c'était installé dans les vendors, donc ça marchait, mais voilà, on ne le savait pas. Donc ça, c'est important d'essayer de le lister. Bon, c'est pas facile parce qu'il faudrait aller voir dans chaque classe ce qui est utilisé, pas utilisé, mais il faut essayer d'aller spotter un peu ce genre de truc. Par recherche de namespace, ça se fait bien. Mais voilà, bon, c'est un travail un peu exploratoire, mais voilà, c'est important de le faire pour, ça stabilise un peu les choses, et puis surtout, ça nous, comment dire, ça nous fait prendre conscience de vraiment ce qu'on utilise, quoi. Et ça nous évite un peu de surprise par la suite. Un autre truc important aussi qui va nous faciliter le boulot, c'est que si le projet il dépend de Symfony, c'est un alias, enfin c'est un bundle c'est un paquet par exemple PHP qui existe, qui est publié par Symfony, qui comprend tous les composants de Symfony d'un seul coup. Et on va le remplacer par une dépendance par composant de Symfony. Donc on a mis un petit exemple là, si on a require Symfony en 3.4, on va require chaque composant. Et ça va être vachement pratique par la suite, parce qu'on va pouvoir mettre à jour bundle, enfin composant par composant, les composants de Symfony. Et c'est dans les précaux de toute façon. Oui, c'est dans les précaux, mais enfin, je veux dire, ça va vraiment nous aider à faire la migration petit bout par petit bout. Et je pense que très sincèrement, si on n'avait pas fait ça dans notre migration, on n'aurait pas réussi à mettre à jour, parce que il y aurait trop de choses à faire d'un seul coup et ça aurait été trop complexe, quoi. Donc ça, c'est une étape vraiment importante, en tout cas pour un projet Symfony, je pense. Pensez aussi à détecter les extensions PHP qui sont utilisées et s'assurer qu'elles sont aussi présentes dans le composeur JSON.
et dans le Docker qu'on a mis en place, hein, évidemment. Mais ça permettra de faire tourner le projet. Donc, normalement, on s'en aperçoit assez vite. Mais c'est important aussi qu'elle soit là, notamment pour les problèmes de dépendance aussi de version avec PHP, etc. Donc, il va falloir les mettre dans le composer JSON. Nous, il y en avait qui n'y étaient pas, donc on a dû les ajouter. Et enfin, vérifier la version de Composer. Alors, bon, c'est pas forcément toujours beaucoup de boulot, mais nous, en l'occurrence, le projet il était en Composer version 1 et quelques, je me rappelle plus de mémoire la version, mais fallait le passer à Composer 2 parce que voilà, ça fait aussi partie des dépendances du projet Composer, donc il faut aussi le mettre à jour, il faut aussi le faire avancer, donc pas négliger ce point-là. En plus, Composer 2 est plus rapide, etc. Donc, et pour la suite des montées de version, c'est quand même hyper important d'avoir un gestionnaire de paquet qui est performant. Voilà, donc voilà, toutes ces petites étapes-là, ça fait un peu, voilà, on essaie d'en faire une synthèse. Donc l'étape la plus importante, c'est de relever un peu les dépendances qui bloquent. Là, quand j'en parlais tout à l'heure, pour relever à la main, etc., pour avoir un peu un ordre d'idée de ce qui va bloquer et ce qui ne va pas bloquer. Et avec toutes ces infos, on va pouvoir commencer à définir une roadmap dans le projet, savoir par quel bout on va le prendre, se poser la question de là, actuellement, on est dans cette version-là de PHP Symfony, mais c'est quoi maintenant les versions de PHP Symfony qui sont atteignables facilement en fonction du pointage qu'on a fait là. On peut, par exemple, des fois, on sait que toutes les librairies qu'on utilise, elles supportent déjà Symfony 4.4, par exemple. On était en Symfony 2.6. Voilà, on sait que là, sur notre roadmap, on va pouvoir déjà au moins aller en 4.4 sans trop de problèmes. On va peut-être avoir des ajustements à faire, des dépréciations à traiter, des choses comme ça, mais on a un support de nos librairies qui va jusque-là. Donc ça, c'est déjà bien à voir parce que ça peut remettre en question aussi les objectifs. Typiquement, nous, là, notre objectif, c'était de passer de la version 2.6 à la version 5.2, qui était la dernière version publiée par Symfony. Mais on aurait très bien pu avoir dans nos options le fait de passer à la dernière LTS simplement. Puis déjà, on aurait déjà fait un beau bout du boulot. On serait passé sur des versions qui sont supportées. On aurait des versions, des librairies à jour et maintenues en termes de sécurité, etc. Donc déjà, ça aurait été un gain pour le projet. Et on se serait laissé l'espace de, un peu de souffle pour anticiper les versions futures de Symfony plus tard. Mais ça peut être le fait de faire ça, en fait, de se poser ces questions-là, ça peut nous permettre de définir différentes stratégies qui peuvent être un peu plus pertinentes dans cette montée de version-là. Et puis ça permet aussi de savoir l'effort qu'on doit fournir pour passer d'une version à une autre, et donc le coût, ce que ça va coûter de passer jusqu'à telle version, etc. Donc il pourra mettre son curseur sur la roadmap, savoir jusqu'où il doit aller. Et une fois qu'on a fait ça, normalement, si on a fait notre petit pointage, on pourra commencer à entrevoir des étapes pour chaque version de PHP de Symfony. Donc là, par exemple, on était en 2.6. Notre premier objectif, ça a été de faire passer en version Symfony 3.0, par exemple. C'est la première étape. Et on n'a pas essayé de passer de la version Symfony 2.6 à la version 5 d'un seul coup. C'est hyper important de le faire étape par étape parce que sinon, il y a encore une fois beaucoup trop de choses à traiter. Et on n'aurait tout simplement pas pu le faire parce qu'il y a trop de choses qui changent. Donc, il faut essayer de suivre la chronologie, de rejouer un peu l'histoire et puis de refaire version par version et de remettre à jour le projet comme on l'aurait fait au fur et à mesure si ça avait été fait correctement. Mais là, ce n'était pas le cas. Et donc, faut essayer de planifier ces étapes à chaque version de Symfony en fonction des pointages qu'on a fait. On sait que cette librairie-là, pour la version 3, elle va bloquer. Il va falloir l'enlever à ce moment-là. Il va falloir la transformer ou il va falloir la migrer ou la remplacer, etc. Donc là, on est toujours en train de planifier. On n'est pas encore en train de modifier, hein, évidemment. On n'a toujours pas fait de migration. On n'a toujours pas travaillé. Hein. On n'en fout vraiment pas une. Mais un autre point très important pour nous aussi, c'était de définir la politique de recettage avec le client. Déjà, c'est d'avoir une pré-prod. Nous, on n'avait pas de pré-prod, donc on a monté une pré-prod pour que le client il puisse aller tester et qu'on ne pousse pas les trucs en prod comme des sauvages, alors qu'on n'avait même pas de test d'ailleurs. Et point vraiment que je trouvais super important, c'était d'impliquer vraiment le client dans le recettage et le responsabiliser dessus. C'est-à-dire que nous, on nous donne un projet, il n'y a pas de test, on ne sait pas ce que ça fait encore vraiment, enfin, même si on a un peu discuté avec le client, mais on n'a pas d'expérience sur ce projet-là, on n'a pas d'expérience avec la code base, nous, on connaît juste Symfony globalement dans ce projet-là et l'écosystème PHP, et on peut juste présumer que les features continuent de fonctionner correctement. Mais à la fin, c'est vraiment le client qui doit pouvoir nous dire oui, ok, rien qui est cassé et qui va pouvoir nous expliquer comment fonctionnent les features pour que nous, éventuellement, puissions écrire des tests pertinents sur ces choses-là. Mais c'est hyper important que le client soit vraiment impliqué là-dedans et qu'il nous fasse pas un retour à la fin quand on dit oui, c'est bon, on a fini la migration, est-ce que ça marche? Et que là, s'il nous dit non, ça marche pas.
là, on va être bien embêté pour réparer le truc parce qu'on aura fait des centaines de montées de version de librairie et on ne saura pas ce qui a introduit le bug. Donc, vraiment, dans la continuité, tout le long du projet, il faut lui faire tester souvent et qu'il nous dise OK, c'est validé, on peut avancer, etc. À chaque point de la roadmap, en fait, à chaque avancée de la roadmap, une dizaine de points, il valide chaque point pour qu'on puisse passer à l'étape suivante. Voilà. Et nous, à la fin de tout ça, on s'est quand même posé une question on y va ou on n'y va pas? Parce que globalement, est-ce que faire la mise à jour, c'est aussi rentable que de faire une refonte du projet? Et très sincèrement, la question se pose parce qu'il y avait vraiment un gros boulot à faire. Et si on nous force à faire la mise à jour et qu'on ne sent vraiment pas, vérifier ses droits Pôle emploi, ça peut être une solution. Mais blague à part, en tout cas, ça ne va pas être un boulot qui va être facile. Il va falloir vraiment se retrousser les manches. Donc voilà, faut être dans une étape de sa vie où on est dispo pour ça, parce que c'est compliqué. Nous, le premier truc qu'on a mis en place, c'était PHP Stan. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais globalement, c'est un outil d'analyse de code statique. Moi, je pense que c'est un des outils de test les plus utiles que j'ai découvert de ces dernières années. C'est vraiment le truc qui est vraiment très pratique. On a mis l'image de Gandalf et du Balrog parce que c'est genre vraiment l'outil qui va nous permettre d'avoir au moins ça contre le mal qui est fait dans le code en secours. C'est un filet de sécurité qui ne laisse pas passer voilà. les emmerdes, quoi. Et vraiment, c'est du test gratuit. Alors, quand je dis test gratuit, c'est-à-dire que quand on commence un projet, globalement, on écrit ces 4 lignes-là et votre projet, il est testé avec PHP Stan et il vous donne déjà des retours sur le fait que le code, il est cohérent. Il est tout pété. Voilà. Tout pété ou cohérent. Mais du coup, on est au moins sûr qu'il n'y a pas d'erreur de logique de PHP dans le projet, quoi. Donc, si vous ne connaissez pas cet outil, je vous encourage vivement à aller voir ce que ça fait. C'est vraiment super puissant. Et donc, du coup, cet outil-là, il a 9 niveaux de test qui sont configurables. Dans l'exemple précédent, on avait mis le niveau max, qui correspond au niveau 9 actuellement, mais on peut le configurer, ça. Du coup, il y a 10 niveaux de test. Donc, du coup, il y a 10 niveaux de test, oui, pardon. En fait, oui, je ne sais pas calculer. Je modifierai la slide. Mais du coup, il y a le niveau 0 qui fait vraiment des checks basiques qui va aller checker qu'il n'y a pas d'erreur de PHP, il y a des classes, on utiliserait une classe qui n'existe pas, par exemple, vraiment des trucs très triviaux. C'est déjà bien d'avoir ça, mais je veux dire, ça vérifie vraiment les bases de est-ce que le code est cohérent. Et jusqu'au niveau 9, alors on n'a pas tout listé, mais jusqu'au niveau 9 qui est de plus en plus exigeant, et le niveau 9 est vraiment très exigeant, ce qui n'est pas plus mal. Voilà. Et donc, du coup, on a essayé de mettre en place ça sur le projet. Et déjà, au niveau 0, on avait des erreurs. Donc, on parle de trucs basiques, mais il y avait déjà des erreurs. Ça nous a permis de régler des choses. Et quand on parle d'erreurs, c'est que des fois, en passant un niveau, il y a 6000 erreurs à corriger. Ça veut dire des milliers d'interventions à plusieurs endroits. Et là, il faut mettre vraiment les mains dans le projet pour corriger les 6000 erreurs. C'est ça. Mais alors, même si ça paraît très conséquent comme genre de travail à mettre en place comme test, etc., en fait, on n'aurait pas envisagé du tout le fait de faire commencer les migrations sans ça, parce que les 6000 erreurs qu'on a traitées avec PHP Stan, c'est des 6000 erreurs qu'on aurait retrouvées à faire des migrations et à ne pas savoir où le truc foire parce qu'il y a des trucs incohérents et que ça casse dans tous les sens, on ne sait pas pourquoi. Donc, PHP Stan, pour ça, il est vraiment super pratique. Par contre, si vous le mettez sur un projet qu'on n'a pas, clairement, il faut le faire. Faut faire la mise à jour niveau par niveau. Il ne faut pas essayer de se mettre au niveau max direct parce que là, vous allez vous taper 60 000 erreurs et que c'est juste pas digeste, quoi. On ne pourra pas le faire comme ça et ça ne va pas être pratique. En règle générale, pour information, le niveau le plus difficile à passer, c'est le niveau 6 parce que c'est le niveau qui impose de type-inter les méthodes et les paramètres qu'on utilise, les retours de méthodes et les paramètres. Et ça, souvent, nous, en tout cas, dans notre cas, c'était pas du tout fait. Il n'y avait aucun typing dans le projet. Donc, ça représente un niveau très conséquent d'erreur. Et des fois, c'est vraiment assez compliqué à l'atteindre. Du coup, ça demande beaucoup d'introspection sur le projet, savoir du coup comment fonctionne le code base, quels sont les éléments passés, etc. Et ça remonte aussi des incohérences métiers à discuter avec le client pour qu'il tranche sur savoir qu'est-ce qui est vraiment utilisé, quoi. Et du coup, il faut passer niveau par niveau pour traiter les erreurs. Plus par niveau, les erreurs vont être de plus en plus complexes, mais vraiment avoir aussi des étapes des gagnantes où on va dire c'est bon, j'ai atteint le niveau 3, j'ai atteint le niveau 4. Et à chaque fois, c'est un
ça motive vachement à passer au niveau suivant, plutôt que de traiter 90 000 erreurs d'un seul coup. Et en plus, l'avantage de passer d'un niveau, c'est qu'on sait qu'à partir de maintenant, c'est bon, c'est ce type d'erreur-là, on n'en aura plus jamais sur le projet, c'est acté, c'est validé, on avance, quoi. Et à côté de ça, PHP Stan, alors là on rentre un peu dans le détail de PHP Stan, mais pour ceux qui connaissent déjà l'outil, qui ne connaîtraient pas ça, PHP Stan, il a une feature qui s'appelle la baseline, qui permet de référencer pour un niveau donné, enfin en tout cas pour la configuration actuelle de PHP Stan, qui permet de référencer toutes les erreurs qui existent déjà dans le projet, qui en gros les enregistre dans un fichier à part, dans une baseline, et ça nous permettra de lancer PHP Stan et que les tests soient verts de PHP Stan, malgré les erreurs qui existent déjà. Mais surtout, ça permet de ne pas autoriser de nouvelles erreurs que celles qui existent déjà. Et ça, c'est vraiment bien parce que des fois, on voudrait pouvoir, de manière itérative, corriger les erreurs du projet. Mais comme Pierre le disait tout à l'heure, des fois, on a 6000 erreurs qui s'ouvrent et on peut. Enfin, c'est assez compliqué de corriger les 6000 erreurs dans une seule pull request et puis de merger tout ça. Donc, pour ça, on crée une baseline, on la remplit avec, voilà, on est passé au niveau 5, par exemple, il y a 6000 erreurs, on le met dans la baseline et au fur et à mesure, la baseline, on la vide, mais on continue d'avancer sur le projet en même temps. On le fait petit bout par petit bout, mais progressivement, la baseline, elle se réduit et on arrive à passer au niveau 5 correctement. Donc ça, c'est pareil, c'était une découverte qu'on a fait sur ce projet-là de la baseline de PHP Stan et c'est vraiment super pratique. Voilà. Et ne pas hésiter, parce que PHP Stan, c'est un outil qui a aussi des extensions, donc ne pas hésiter à utiliser des extensions de PHP Stan, notamment pour Doctrine et Symfony, mais il y en a d'autres qui permettent d'avoir encore plus de pertinence sur les retours que PHP Stan nous fait. Voilà. Et un petit tips qu'on a mis, donc PHP Stan, c'est un outil qui est développé en PHP. On pourrait avoir tendance à penser qu'il faut le mettre, d'ailleurs, on peut le mettre dans les dépendances directes du projet. Nous, on l'a fait tourner dans un conteneur Docker isolé sur lequel on partageait les codes sources de notre projet. Mais comme ça nous permettait de nous affranchir des contraintes de dépendance du projet qui étaient déjà obsolètes, donc qui auraient pu nous empêcher d'installer la dernière version de PHP Stan, par exemple, ou en tout cas des extensions qui auraient été bloquées parce qu'il y avait des dépendances chez nous qui étaient déjà obsolètes, etc. Et inversement, ça ne modifie pas les dépendances de notre projet direct. Donc, on est sûr qu'en ajoutant cet outil-là, on n'altère pas du tout le projet et on est sûr que ce n'est pas l'introduction même de PHP Stan qui crée des bugs. Enfin, voilà. Et puis on va déjà avoir du mal à migrer toutes les dépendances qu'il y a déjà, il ne faut pas en rajouter en plus. C'est ça. Donc ça, c'était le petit pro-tip qu'on a utilisé qui nous a paru assez pertinent. Et ensuite, on va commencer à mettre en place le workflow de mise à jour. Donc c'est là qu'on va commencer à vraiment mettre les mains dans le cambouis et à dépiler de la mise à jour, débiter de la mise à jour, pardon. La première étape qu'on a faite, parce que ça c'est pareil, c'était un peu anarchique dans le composer.json, il y avait des dépendances qui étaient assez ouvertes, un peu comme si on était sur une librairie open source, mais on est dans un projet, donc c'est pas tout à fait les mêmes contraintes qu'on est censé appliquer. Typiquement, on avait des contraintes comme ça, Symfony, là c'est Symfony Console, ça pourrait être un autre, peu importe. Ils voulaient une version au moins 3.4 et puis très large, mais en fait c'est pas hyper pratique ce truc là parce que c'est trop large finalement. C'est bien dans une librairie open source d'avoir ça parce que ça permet à plein de projets d'installer les dépendances, mais nous c'est notre projet à nous et personne d'autre l'utilise. On a besoin de figer les choses et ça va nous servir après plus tard pour faire nos fameuses étapes dont on parlait. Et donc on a transformé ces versions là, ces requirements là, ces contraintes avec une autre syntaxe qui est par exemple celle-là avec le tilde qui permet de dire moi je veux la version au moins Symfony 3.4.0 et je veux pas que tu passes tout de suite à la 5 quoi. Je veux figer le truc. On est maintenant sur forcément la 3.4 et c'est moi à la main, en l'occurrence Dependabot, on verra plus tard, mais qui va aller faire ces mises à jour là et le mettre à jour librairie par librairie les choses. Donc nous on était sur GitHub, donc on a configuré Dependabot qui est un outil vraiment super pratique. C'est pareil, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais si vous ne connaissez pas, faut s'y intéresser, pardon. C'est vraiment super pratique, mais c'est disponible que sur GitHub parce que ça a été racheté par GitHub. Il y a d'autres solutions qui existent en open source que moi-même j'ai pas utilisé, mais qui s'appellent Renovate, qui peut s'installer sur les autres plateformes de gestion de code, donc sur Bitbucket, sur GitLab, etc. Gitty, etc. Il paraît qu'il est tout aussi performant. Enfin voilà, donc si vous êtes sur ces plateformes-là, vous pouvez aller regarder cette lib-là. Et ça Dependabot, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller regarder en permanence, alors pas en permanence, mais
de manière régulière, il va aller regarder toutes vos dépendances et vérifier s'il n'y a pas des choses qui peuvent être mises à jour. Et ça va ouvrir automatiquement des pull requests qui modifient le composer.json et le composer.lock. Et ça va vous permettre déjà de prendre conscience de ce qu'il y a à mettre à jour et éventuellement de tester si la feature casse des choses, etc. Et puis de valider, de merger les mises à jour de manière automatique. Et ça, du coup, c'est pareil, c'est un petit bout de fichier YAML à configurer et on n'a rien d'autre à faire et ça ouvre des PR, ça ouvre des PR tout seul. Ça nous permet de vraiment s'épargner du travail, autant le faire. Et ça va permettre d'avancer plus vite dans la mise à jour. Et ça vous ouvre une PR par paquet mis à jour. Oui, c'est il ne va pas faire un gros bloc en remettant tous les jours. Ce qui nous permet, nous, la majorité du temps, on va juste merger des PR parce que les tests passent, parce que tout ça. Et donc, on avance comme ça dans notre jalon sur la roadmap de manière beaucoup plus simple. Et c'est un outil d'autant plus confortable quand on a une stack de tests qui est fiable parce que du coup, on sait que si les tests passent, vraisemblablement, le projet il marche et on peut merger de manière assez fiable les PR. On va avancer parce qu'on n'est pas en avance, mais voilà. Donc les itérations. Après, on fait des itérations sur ces mises à jour-là. Donc on avance un pas après l'autre dans la mise à jour, c'est-à-dire qu'on fait ça librairie par librairie et version mineure par version mineure. On avance doucement. Là, par expérience, le fait d'essayer d'avancer trop vite, ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Il faut mieux faire plus de PR, mais de manière itérative. Ça nous permet de mieux isoler ce qui casse ou ce qui ne casse pas. Au fur et à mesure qu'on fait des mises à jour, même si le code va continuer de marcher, on essaye de supprimer toutes les dépréciations qui existent parce que le fait de ne pas les supprimer, c'est un peu mettre la poussière sous le tapis et ça va reporter le problème plus tard. Donc, il faut les supprimer dès que possible. Donc là, faut bosser dessus, il faut un peu fouiller, il faut regarder dans le profiler de Symfony, tout ce genre de choses, s'il y a des trucs dépréciés, il faut avancer. Et du coup, chaque mise à jour d'une dépendance, elle est validée quand les tests ils sont verts, en tout cas le peu de tests qu'on a ou qu'on a réussi à rajouter, que PHP Stan il est vert et qu'il n'y a plus de dépréciation. Et une fois que Dependabot il n'ouvre plus de PR, on vérifie est-ce qu'on a atteint l'objectif de notre étape. C'est-à-dire qu'on avait défini, par exemple, on était en train d'avancer sur notre étape, on avait défini qu'on essayait d'atteindre, par exemple, Symfony 3, nous on était en Symfony 2.6, on va atteindre Symfony 3. Est-ce que maintenant que Dependabot il n'ouvre plus de PR, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à avancer dans ses mises à jour, est-ce qu'on a atteint Symfony 3? Si c'est le cas, ça veut dire qu'on a réussi l'étape, ok, c'est très bien, on va pouvoir passer à peut-être Symfony 3.1, ou si c'est pas le cas, il va falloir comprendre pourquoi ça bloque. Juste un petit mot, si c'est la fin de l'étape, on essaie de faire absolument tester au client pour au moins valider ça, entériner que la version 3 c'est bon, on a réussi à la mettre à jour, on peut passer à la suite, on n'a rien cassé, etc. Donc c'est là qu'on implique le client. Donc on verra plus tard qu'est-ce qui peut bloquer Dependabot si jamais on n'a pas atteint l'objectif de l'étape, mais là on va présumer qu'on a atteint l'objectif, c'est-à-dire qu'on est passé à Symfony 3. Comment est-ce qu'on passe à l'étape suivante? En fait, on va dans le fichier composer.json sur lequel on avait figé les contraintes préalablement, et on va aller modifier une des versions. Donc là, typiquement, c'est un exemple avec PHP directement, mais on avait une version de PHP qui était en 7.2. On l'a passé en 7.3. Et on commit ça. Et normalement, il est très probable que Dependabot, ça le débloque et ils disent ok, maintenant je suis en PHP 7.3, ok, je peux ouvrir ces librairies-là parce que les dépendances les contraintes sont plus libres maintenant que je suis en 7.3. Et il va commencer à ouvrir des PR et ainsi de suite. Et une fois qu'il sera bloqué, on va mettre à jour une autre librairie. Donc, et avancer comme ça. Et le fait de pouvoir le faire composant par composant, par exemple, là, avec Symfony Console et tout, c'est assez pratique. Et le fait de par exemple, de passer en PHP, c'est aussi mettre à jour notre recette PHP CSFixer pour lui dire qu'on passe en 7.3, mettre à jour la stack isoprod pour la passer en 7.3, etc. Passer tout l'environnement de cette version. C'est ça. Donc ça va nous permettre d'avancer un petit peu. Donc en fait, nous, la plupart du temps dans ces opérations-là, le seul truc qu'on a à faire, c'est merger les paires de Dependabot, enfin s'assurer que tout marche bien, mais merger les paires de Dependabot. Des fois, il y a vraiment un problème et donc du coup, il faut essayer de réparer. Très souvent, il s'agit de choses qui ont été dépréciées, des signatures qui ont un petit peu bougé, etc. Donc voilà, on va adapter ces choses-là. Et à la fin, on est arrivé à la fin de l'étape. On monte d'un niveau la version mineure. Et hop, Dependabot reprend son boulot et roule des PR et on les remerge, etc. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un travail itératif. Je voulais juste vous présenter un tout petit outil, pour ceux qui ne connaissent pas, une commande Git qui est vraiment très pratique. Je ne vais pas la détailler tout de suite, mais qui peut être pratique, c'est que on va mettre à jour des
des librairies, on va faire tester au client. Mais nous, dans notre projet, on avait plus de 400 PR de migration qu'on a mergé. On n'a pas fait tester 400 fois au client non plus l'application. On l'a fait tester souvent, mais pas 400 fois. Et des fois, il se peut que le client dise là, c'est cassé. Et on sait que la dernière fois qu'il a testé, c'était tel jour avec telle version. Et on sait qu'entre deux, on a mergé peut-être, je ne sais pas, 20 commits. Et maintenant, il faut trouver qu'est-ce qui a introduit ce bug-là. Et la commande git bisect permet justement de répondre à ce problème. C'est-à-dire qu'elle va vous dire OK, je sais que à ce commit-là, j'avais pas de problème. Maintenant, j'ai un problème. Donc, tu vas m'aider à trouver où est-ce que le bug a été introduit. Et il va vous placer au milieu du segment là, sur lequel on est en train de chercher. Il va regarder est-ce que là, il va vous laisser la main pour vous dire est-ce que là, il y a un bug ou est-ce que là, il n'y a pas de bug. Vous allez regarder sur ce commit-là. Et vous allez lui dire oui, j'ai un bug, non, j'ai pas un bug. Et il va vous placer sur la moitié du segment correspondant sur lequel il y a toujours le bug et ainsi de suite. Et par dichotomie, comme ça, il va vous ramener sur le commit qui a introduit le bug. Et ça peut être vraiment pratique pour comprendre pourquoi il y a ce bug-là, qu'est-ce qu'il a introduit et trouver plus efficacement le bug, plutôt que de chercher à l'aveugle. Maintenant, Dependabot, qu'est-ce qui peut le bloquer dans ces mises à jour? Il y a deux trucs principaux, même un qui est le plus courant. Le plus courant, c'est qu'il y a deux librairies qui dépendent d'une librairie tierce qui est bloquée à une version et on doit mettre à jour et on doit les mettre à jour simultanément pour débloquer la situation. Donc, je m'explique. On a une librairie A, ça peut être Symfony Console, ça peut être n'importe quoi, une librairie qui est en version 1.0 et on a une librairie B qui est en version 1.0 et qui dépendent toutes les deux d'une version C, d'une librairie tierce C qui est en 1.0. Et on va mettre à jour, Dependabot, il va essayer de mettre à jour une librairie par une librairie, donc il va essayer de mettre dans une PR juste A à jour. Et en fait, A, si on passe en 1.1, il dépend de C 1.1 aussi, mais B, il est toujours bloqué sur 1.0. Et du coup, il y a un conflit parce qu'on ne peut pas faire cohabiter la librairie C 1.1 et 1.0. Et donc, du coup, Dependabot, il ne sait pas régler ce problème-là. Et pour le coup, il faut mettre à jour les deux librairies en même temps. Et ça débloque le truc. Donc, ces cas-là, il faut essayer de les identifier. Des fois, c'est pas toujours facile, mais essayer d'identifier. Généralement, ça se résume à faire une PR qui met à jour ces deux librairies-là. On la merge et là, débloque le Dependabot. Hop, il est content, il peut avancer. Puis, il continue la suite de son boulot. Donc ça peut être un truc qui peut être intéressant à savoir. Et il peut y avoir éventuellement, c'est plus rare, mais il peut y avoir des librairies qui ont des trous dans le support de Symfony ou d'autres choses, d'ailleurs, d'autres libs. Typiquement, la version 1 de la librairie, elle supporte Symfony 3 de Symfony. La librairie 1.1, elle supporte la version i5, mais la version 4 de Symfony, c'est jamais supporté. Alors là, je l'ai fait avec des versions majeures, mais c'est souvent plus vrai avec des versions de patch ou des versions mineures. Mais voilà, ça peut arriver aussi. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Donc, si on utilise cette librairie-là, on ne pourra jamais passer en Symfony 4. Voilà. Donc, tout ça, ça nous permet d'avancer dans le projet. Voilà, nous, on a réussi à avancer avec tout ça. Après, on essaye de trouver des solutions pour que ça n'arrive plus, en fait, parce que ces opérations-là, c'est très lourd, c'est très chronophage, c'est fatigant. Ça peut créer des régressions. Enfin, tout ça, c'est vraiment pas confortable comme situation, finalement. Donc, il faut vraiment que ça n'arrive plus, ce genre de situation. Et voilà, on va juste rappeler que la migration d'un projet, ça ne se fait pas en one shot. C'est pas un truc qu'on fait une fois tous les ans. C'est un effort constant. Donc, il faut laisser en place sur votre projet, si vous l'avez mis, Dependabot, émerger les PR au fur et à mesure. Il faut traiter, une fois qu'on a émergé les PR, il faut traiter les dépréciations quand elles arrivent et pas attendre la fin du projet, enfin la fin de l'année pour se poser la question qu'il faut le faire. Si vous avez mis PHP-Stan, continuez d'essayer de monter en version et de vider la baseline. Même si vous commencez un nouveau projet, vraiment ça vous coûte presque rien de mettre PHP-Stan. Il y a 4 lignes de code, vous mettez ça et vous êtes sûr que vous mettez au niveau max et vous êtes sûr que déjà au moins les cohérences de PHP, etc. sont assurées. Ça coûte vraiment rien. En fait, c'est même plus une question de budget, il n'y a pas le temps de tester, etc. Ça coûte vraiment rien de le mettre, quoi. Donc, faut autant le mettre pour les projets neufs. Et après, c'est éduquer les clients, les managers. Je pense que les développeurs sont conscients de ça, mais pour leur faire prendre conscience que c'est un gain de temps sur le long terme de faire ces mises à jour-là au fur et à mesure. Il faut vraiment pousser pour le faire. C'est je pense notre rôle de développeur d'insister sur ces points-là. Nous, on a des clients qui ont du mal des fois à comprendre que oui, moi j'ai besoin de faire des features, les mises à jour c'est bien joli, mais ça ne me fait pas gagner de l'argent. Mais si, ça fait gagner de l'argent à la fin de le faire au fur et à mesure. En tout cas, ça ne te fait pas perdre un gros lot quand tu as une énorme migration préparée. Et surtout, là, la migration que nous qu'on a faite, on aurait très bien pu arriver dans une impasse à un moment donné. Et
et être bloqué parce qu'il y avait trop de choses à modifier, que ça représenterait un budget trop conséquent et qu'on aurait vraiment été bloqué. Alors que si on l'avait fait au fur et à mesure, on aurait pu lisser un peu tout ça et puis corriger les problèmes au fur et à mesure. Donc vraiment le faire au fur et à mesure, c'est vraiment important. Et donc le mot de la fin un peu pour cette conf, c'est de... Nous, ça nous a rassurés. C'était bien d'avoir ce cadre en fait pour nous pour avancer dans le projet. On n'a pas avancé à l'aveuglette en disant je vais essayer de faire ça, on verra bien, etc. On a essayé de structurer un peu cette migration-là. Donc c'était bien pour avancer d'avoir ça. C'était vraiment agréable. Donc même si le projet était compliqué, parce que voilà, c'est pas des choses qu'on aime faire au quotidien, de faire de la mise à jour et de bouffer de la dépréciation, etc. C'était vraiment agréable de voir que le projet regagnait en qualité. On avait un peu l'impression d'avoir ramené à la vie le projet, quoi, parce qu'il avait été un peu laissé à l'abandon. Et puis le découpage en étapes aussi, c'est plusieurs victoires, on va dire, successives, plutôt que de faire un gros bloc d'un seul coup qui est très compliqué. Ouais. Oui, c'est vrai, ça fait plusieurs petites victoires, tu as raison. Ouais. Voilà, on voulait juste dire que cette conf elle est pas réalisée dans un but commercial. On ne veut pas récupérer forcément toutes vos migrations. C'était déjà compliqué, donc voilà. Si vous contactez KNP, dites que c'est pas nous qui faisons la migration, ce serait sympa. Mais, non, voilà. C'est vraiment épuisant quoi, à faire. Donc voilà. Et du coup, notre manager, parce que nous c'était notre cas, s'il y a plusieurs projets concernés, faites tourner les équipes parce que c'est pas toujours les mêmes qui doivent faire ça. C'est vraiment épuisant. Donc voilà. Si vous avez des questions, en tout cas, vous en avez sûrement eu dans le chat. Oui. Voilà. Alors, merci pour la conférence qui était très intéressante. Il y a eu pas mal de réactions dans le chat, justement. Il y a pas mal de questions. Pour le coup, on a de la question pour vous. Alors, on va commencer. Alors, vous avez répondu un petit peu à la fin, en fin de conf là, sur ça. Question. Alors, c'est Rock the Goat qui demande, donc il sera juste après sur une conférence si vous voulez vous venger derrière de la question. Si vous ne créez pas de nouvelles fonctionnalités, vous n'ajoutez pas vraiment de valeur métier à votre projet. Du coup, comment vous pouvez vendre votre migration? Typiquement, si le client doit attendre un mois pour avoir strictement la même chose qu'avant, je vois mal comment il peut accepter la migration. Alors, nous, déjà, dans notre cas, c'est le client qui venait nous voir pour faire la migration. Donc, déjà, c'était un peu différent. Mais après, ça nous arrive aussi sur nos projets au quotidien, parce qu'on est aussi une boîte de dev, donc on a des projets qu'on gère tout au long de l'année. En fait, c'est de la pédagogie. J'ai pas beaucoup mieux à dire, mais quand on voit que les librairies, après, au bout d'un moment, elles sont plus maintenues, elles sont dépréciées, on peut plus avancer. Ça va poser problème par la suite. Donc, effectivement, je suis complètement d'accord, ça ne crée pas de valeur. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas le faire en one shot une fois tous les ans, quoi. En fait, faut le lisser dans le projet tout au long de l'année. Et après, voilà, nous, on ne va pas chercher les clients pour faire leur mise à jour. On ne va pas chercher de nouveaux clients pour faire leur mise à jour. Là, en l'occurrence, c'est un client qui venait nous voir directement. Mais voilà, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de stabilité. Et puis, le développement d'une application, ça coûte quand même extrêmement cher. C'est quand même dommage de perdre, je sais pas, un projet de 5 ans parce qu'on n'a juste pas fait l'effort de mettre à jour. Et donc ça, c'est un travail de pédagogie, quoi. Ok, donc là, c'est parfait. Est-ce que ça rebondit sur une autre question? Donc, on a Air Transat qui nous dit, pour éviter une migration aussi conséquente, c'est mieux de mettre à jour plus régulièrement. Donc, passer de Symfony 3, 4, 5, au fil de l'eau, ou il y a d'autres impacts, il demande. Moi, je dirais clairement que c'est mieux de faire ça au fil de l'eau, parce que déjà, ça évite les grosses surprises. C'est-à-dire qu'on peut avoir des surprises. Du jour au lendemain, il y a une librairie qui peut mettre à jour, qui a plein de dépréciations, ou du jour au lendemain, la librairie peut dire on arrête le support, il n'y aura plus de mise à jour sur ce projet-là. Voilà. Et du coup, c'est une lib par une lib, quoi. On ne se retrouve pas à la fin de l'année en disant on a 10 librairies qui ne vont plus être mises à jour et on est coincé, il faut faire les 10 en même temps. Et ça permet aussi de planifier en fait les choses quand il y a un support qui est abandonné, un problème ou autre chose. Et on peut se dire on ne va pas le traiter tout de suite la mise à jour, mais on le planifie dans un sprint plus tard. C'est ça. D'accord. Pour se le prendre dans les dents, quoi. Alors, on a Rock the Goat qui rebondissait sur une réflexion de Don Thomas, qui nous dit est-ce que vous avez chiffré une refonte complète au lieu de faire plutôt une migration et faire la différence des deux, savoir quel était le plus avantageux en termes de coût client? Alors, ça, on ne savait pas trop ce que faisait l'application à la base, donc faire une estimation, c'était un peu compliqué. En fait, ouais, la question était déjà exclue plus ou moins par le client. En fait, il voulait pas. Souvent, les clients ont du mal à accepter que ça va coûter moins cher de tout refaire que de faire la migration. Malgré tout, des fois, c'est vrai, mais voilà. Et en fait,
la migration en elle-même, j'ai envie de dire, c'est vraiment très dur à chiffrer. Très sincèrement, je ne suis pas sûr qu'on aurait réussi à la chiffrer véritablement parce que on découvre un peu les choses au fur et à mesure parce qu'il y a des dépréciations qui tombent, etc. Il faudrait avoir une connaissance parfaite de tout le code source en détail, de toutes les librairies, de tout ce qu'elles font, etc. pour savoir ce qui va poser problème et tout. C'est pas forcément facile à faire. Et pareil, une refonte de projet, faut connaître un peu le métier. Très sincèrement, en l'occurrence, je pense que dans ce projet-là, ça aurait peut-être été plus rapide de tout refaire, mais bon, on a réussi à faire la migration dans un temps raisonnable. Mais voilà. Et le fait de faire une roadmap, ça rassure aussi beaucoup parce qu'il y a un avancement qui est constant, on va dire, et qui est quantifiable. Et surtout, en plus, je rebondis sur ce que dit Pierre très rapidement, mais le fait de faire une roadmap, on a des jalons et typiquement, nous, on s'est arrêté à la version 4.4. L'objectif initial, c'était d'aller en 5 et PHP 8, mais on s'est arrêté à la version 4.4 de Symfony parce que c'était la dernière LTS et qu'on avait déjà consommé pas mal de temps et que au moins le client, là, il repartait avec son projet dans une version supportée. C'était stable, c'était pas l'objectif qu'on s'était fixé dès le début, mais pour le faire dans un budget raisonnable, c'est ce qu'on a acté avec le client, enfin en accord avec le client. On s'est arrêté à cette version-là et après lui avec ses équipes, il a continué la mise à jour, mais on avait déjà restabilisé un peu le projet. Mais voilà, le fait de faire des jalons, au moins on peut s'arrêter un peu à la fin, parce qu'on travaille pas au forfait sur ce genre de projet. Mais voilà. D'accord. Donc, on en profite, on a du temps, on va continuer sur les questions. Il y a WixiWeb qui veut un peu plus mieux situer le projet, j'imagine. Donc, il demande sur combien de temps la migration s'est déroulée, quel était l'âge du projet initial, combien de temps a-t-il fallu pour le développer. Il serait intéressant de voir le ratio temps de dev initial, temps de migration. En temps de dev initial, je crois que le projet avait plus de 5 ans ou 6 ans. Plus que ça, c'est plus 7 ans. Ouais, voilà. En tout cas, un nombre conséquent d'années quand même. Voilà, on est sur 6-7 ans, donc c'est quand même un projet assez vieux finalement. Le code, il avait été pris et repris par des développeurs successifs. Donc voilà, il y avait vraiment des partis pris différents sur certaines parties de code. Il n'y avait pas de cohérence en fait générale dans le projet, etc. Donc c'était déjà un sujet. Et nous, la migration, elle a duré, je sais pas, 2 mois, peut-être 3 mois. Ouais, j'irais entre 1 mois et demi, 2 mois. Finalement, oui, c'est avéré que c'était quand même assez rapide, mais le plus gros du boulot en plus dans ce projet-là, c'était de faire tourner des pandabots, de merger les PR. Quand il y avait un problème, on travaillait vraiment dessus, mais sinon on le laissait un peu faire. Donc ça nous a permis aussi de bosser un peu sur le projet, sur d'autres projets à côté. Enfin voilà, c'était un petit peu en désynchro la mise à jour. En revanche, ce qui est important, c'est que le projet, oui, on l'a mis à jour, on a réussi jusque-là. Par contre, la qualité même du projet, la conception même, l'architecture du projet, elle est restée un peu, un peu médiocre parce que c'était le cas déjà de base. Mais si l'objectif c'est d'améliorer la qualité du projet, peut-être que si on avait du tout refacto à l'intérieur du projet pour que ce soit clean, etc., là on aurait peut-être mis beaucoup, beaucoup plus de temps. Et l'intérêt d'automatiser, ceci qu'on ne facturait pas à 100% le temps réel. Finalement, si ça a duré 2 mois, on n'a pas facturé 2 mois parce qu'on n'a pas passé réellement 2 mois dessus. Donc voilà. Donc pour répondre complètement, je pense que ça dépend de l'objectif du projet. Si nous, c'est juste de faire la mise à jour et comme on disait tout à l'heure, pas sauver le monde et pas essayer de tout refacto dans le projet, oui, je pense que ce sera plus rapide de faire la migration, clairement. Mais si l'objectif, c'est vraiment de réaméliorer le projet, de refacto les choses et d'améliorer la qualité du projet, là, la question se pose plus, quoi. Ok, donc il y a Zigazoo qui demandait aussi, pareil, je pense que c'était pour un peu situer, combien de librairies on parle là, dans un projet comme ça? Faudrait qu'on trouve notre doc, mais il y en avait... Une quarantaine peut-être. Ouais, voilà. Trop. Donc... Ouais, beaucoup, clairement, c'est un projet qui avait beaucoup de dépendances. Et il y a beaucoup de librairies qu'on a enlevées pour passer sur des alternatives plus faciles à migrer, en fait. Ouais. Okay. Et il y avait Poulet donc, qui demandait si on a répondu partiellement juste avant, mais une refonte aurait pris combien de temps de plus ou de moins que la migration. Donc, tout dépend de jusqu'où vous allez dans la migration, en fait. C'est ça. Après, en plus, le projet il avait 50 devs, mais finalement, dans les 5 ans, il n'y a pas que de la nouvelle feature, il y a aussi de la maintenance, des évolutions, etc. Donc, refaire une refonte, ça ne représente pas 50 boulots. Mais voilà, il y avait quand même plus de taf quand même à refaire tout par rapport à ce qu'on a fait nous, juste la migration et pas la refacto. Ok, bon, je pense que c'est tout pour les questions. Ça a l'air d'être bon pour tout le monde. Voilà, merci à vous pour cette petite conférence intéressante sur cette petite méthode de migration. Alors, on va se faire une petite pause du coup de 5 minutes.